Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Il y a un an, Emmanuel Macron était élu président de la République. Un mois plus tard, il disposait d'une large majorité à l'Assemblée nationale avec de nouveaux députés qui, pour beaucoup, débutaient en politique, quittant le monde de l'entreprise pour celui de l'Assemblée nationale. C'est le cas de nos deux invités, deux femmes dont c'est le premier mandat. Quel bilan, après un an en pleine contestation sociale, font-elles vraiment de la politique autrement? C'est le débat de Dimanche en politique. Bonjour mesdames, nos deux invités sont députés de Loire-Atlantique. Valérie Oppolt, vous êtes élue de La République En Marche. Vous avez 44 ans, vous siégez dans la commission des affaires économiques et vous planchez notamment sur la future loi entreprise qui sera bientôt présentée par le ministre de l'économie. Sarah El Haïry, vous êtes une des benjamines de l'Assemblée nationale, vous avez 29 ans, vous présidez le groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire et vous êtes aussi depuis peu porte-parole nationale du MoDem. Deux femmes en politique aujourd'hui, est-ce que c'est banal, est-ce que c'est normal, Sarah El Haïry? Nous espérons que ça le devienne encore plus. Moi, j'ai envie de souligner effectivement la féminisation de l'Assemblée nationale, mais aussi son rajeunissement avec ce nouveau renouvellement. Aujourd'hui, la moyenne est encore trop basse, malheureusement, 36% de l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire, dans notre majorité... Un petit peu plus, hein, exactement, 47% pour notre majorité. Vous êtes, alors on va reprendre quelques chiffres. Vous êtes 224 femmes précisément sur 577 députés. Ça fait 39% de l'Assemblée nationale. Dans la précédente mandature, siégeaient 155 femmes, ce qui faisait 27%. Donc effectivement, le nombre a quand même grossi. Et vous êtes dans deux partis qui respectent quasiment la parité. Est-ce que ce critère de parité, ça vous a fait franchir le pas pour aller en politique, Valérie Alors, Oppolt? très clairement, ça devrait être un non-sujet, la place des femmes, partout d'ailleurs, hein, dans la société, aussi bien en politique qu'en entreprise. Mais la politique était un des derniers bastions quand même. Et clairement, effectivement, moi à l'époque, quand j'ai déposé mon dossier pour les législatives, j'ai été convaincue par le discours qu'avait tenu Emmanuel Macron en février. Je me souviens encore de cette vidéo qu'il nous avait envoyée pour convaincre les femmes à s'engager, à être présentes sur le terrain, parce que finalement, on n'est pas moins bonne, on a des choses différentes à apporter et on a toute notre place. Alors l'Assemblée, vous le disiez tout de suite, hein, Sarah El Haïry, dans laquelle vous siégez, a été renouvelée quasiment aux 2/3. 424 petits nouveaux sur les 577 députés. Est-ce que c'est difficile de comprendre le fonctionnement de cette Assemblée quand on arrive? Elle s'acquiert. Le fonctionnement, finalement, c'est étape par étape. J'ai envie de dire, c'est presque en marchant qu'on l'apprend. On l'apprend tous les jours. On continue à affiner cet apprentissage. Mais surtout, il y a des étapes. Moi, j'ai envie de dire, il y a des étapes parce que le mandat de député, c'est plusieurs fonctions. Donc, la première, faire la loi et la voter, évidemment. Il y a aussi le contrôle du gouvernement ou encore l'évaluation des politiques publiques. Eh bien, ces trois éléments, ces trois mandats, ces trois missions ont chacune des formes et des usages qu'on acquiert, mais qu'on acquiert très vite. Est-ce qu'on s'appuie sur les anciens, Valérie Oppolt? Est-ce qu'ils sont bienveillants ou pas du tout? Déjà, moi, quand je suis arrivée avec ce que j'étais, donc avec mon expérience d'entreprise. Donc, effectivement, beaucoup de choses à apprendre et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on arrive dans ce lieu. Après, effectivement, alors, sur les quelques anciens qui sont là, on s'appuie évidemment au sein de nos commissions, on leur demande conseil. Et en même temps, à nous aussi, on veut transformer la politique, donc c'est à nous d'apporter d'autres méthodes, des méthodes plus proches du terrain et de les intégrer à l'Assemblée nationale et effectivement faire bouger les choses pour plus d'efficacité. Alors, les députés sont aussi plus jeunes, hein, en moyenne 48 ans. Alors, plus jeunes, plus féminins, des petits nouveaux. Est-ce que ces trois critères réunis, ça fait la politique autrement? Il faut que l'Assemblée nationale ressemble à la nation. En fait, c'est ça le projet initial. Il faut juste que l'Assemblée nationale, la représentation nationale... Qu'est-ce que vous avez insufflé de neuf, puisque vous correspondez à ces trois critères, vous deux? Qu'est-ce que vous avez insufflé de neuf, de nouveau à l'Assemblée? Le dépassement des clivages, mais vraiment, c'est-à-dire au quotidien. C'est une manière de travailler sans considérer que son territoire est un fief, mais au contraire une bibliothèque. C'est des échanges constant. C'est le fait d'aller demander aux gens ce qu'ils savent, ce qu'ils font avant de voter, avant d'écrire un amendement, parce que finalement, c'est cet échange quotidien qui est important. Je pense que dans les nouvelles pratiques, vous n'êtes pas dans la théâtralisation de l'Assemblée, où on voit ces gens qui s'haranguent, ces orateurs. On continue à avoir des gens, notamment des députés de la France Insoumise ou du Front National, qui sont des orateurs, qui utilisent l'Assemblée comme une tribune. C'est pas votre cas? Alors, je pense que c'est à nous maintenant... moi, j'aborde mon mandat en travaillant au maximum sur le
fond. Clairement, mon objectif n'est pas de paraître, de prendre la parole sur tous les sujets. Je me spécialise sur ces sujets. Et sur ces sujets, j'ai décidé de mettre en place sur ma circonscription, de tirer, on parlait de bibliothèque, c'est tout à fait ça, c'est tirer l'expérience du terrain, donc par l'intermédiaire d'ateliers à thème sur la loi entreprise, par exemple, sur la formation apprentissage, l'attractivité des villes. C'est-à-dire quand vous êtes à Nantes, vous réunissez des gens dans votre permanence. Dans les réseaux. Pour donner un exemple, j'ai pu réunir la CFDT et le MEDEF sur la même table pour travailler sur la future loi entreprise. Je vais le refaire dès que la loi va sortir, va être présentée. Donc c'est une autre façon de travailler, effectivement, et ça me semble important de travailler sur le fond et pas uniquement faire de la surface, de la communication, vraiment apporter au maximum l'expérience du terrain pour ensuite pouvoir travailler avec les ministères, apporter des choses concrètes. Vous pensez qu'avant, les députés ne travaillaient pas sur le fond ? Non, je pense qu'ils le faisaient différemment. On a un système d'ailleurs qui s'appelle nosdéputés.fr qui est assez pervers sur ce sujet-là, puisque finalement ce système poussait les députés à amender au maximum, à faire des copier-coller des lobbies, parce qu'on reçoit des mails tous les jours. Ce système effectivement mesure votre activité à l'Assemblée nationale, le nombre de fois où vous prenez la parole, c'est complètement faussé, parce que c'est tellement facile de recevoir des mails et de copier-coller des amendements tout faits des lobbies. Évidemment, à partir de ce principe-là, vous ne faites plus pour moi du travail de fond. Donc le travail de fond, pour moi, c'est aller consulter sur le terrain et venir avec des choses concrètes et des vraies propositions, et pas en nombre, mais en qualité. Alors, il y a des pratiques qui ont changé. Il y a eu la loi sur la moralisation de la vie politique, le non-cumul des mandats, c'était la précédente majorité. Des pratiques qui ont changé, mais il y en a qui restent. Alors, il y a les groupes d'amitié, notamment, dont je voudrais vous parler, Sarah El Haïry, 150 à peu près. Ils sont très convoités. Et vous présidez le groupe d'amitié France-Chypre, sachant que la majorité, je crois 80% de ces groupes ne se réunissent jamais. À quoi ça sert à part voyager ? Eh bien, je peux vous dire, mon groupe d'amitié s'est déjà réuni plus de 4 fois. Nous avons commencé à entretenir des relations avec l'ambassade de Chypre. Nous avons reçu le secrétaire général du groupe communiste chypriote encore la semaine dernière. Tout ça pourquoi ? Pour faire de la diplomatie parallèle ? Eh bien non. Eh bien, c'est pour comprendre le fonctionnement des autres institutions, pour alimenter, nourrir cette vision européenne. Moi, je suis une Européenne convaincue, Madame Villevoisin. Et vous savez, le discours de la Sorbonne du président de la République pose quelle Europe on veut. Eh bien, il faut que nous soyons aussi des acteurs. Parce qu'à Chypre, il y a aussi une question qui est essentielle, la question de la démocratie, du référendum entre ces deux Chypres, cette Chypre turque et cette Chypre plutôt grecque. Et finalement, ce pays est un pays européen. Donc ça sert à faire de la politique, c'est ce que vous nous dites. Apprendre, échanger et faire de la politique européenne, oui. Et c'est bien pour ça que c'est des sujets pas qui pour tout le monde et pas dans les 150 groupes. Hein. Il y a je parle du mien et de celui que je connais. Eh bien, le mien, je peux vous dire qu'il est depuis le début de la mandature, qui s'est déjà réuni 4 fois. Cette assemblée, on l'a dit, elle est très largement favorable à la majorité, évidemment. Certains parlent même, certains observateurs, de députés godillots. Est-ce qu'il y a des lois que vous n'avez pas votées, Valérie Opelt ? Alors moi, je ne me considère pas comme députée godillot. D'abord, j'ai été élue sur un programme. Emmanuel Macron a été très clair. On fait ce qu'on a dit. Donc, on a été tous élus sur le même programme. Donc vous êtes d'accord sur tout ? Campagne. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais j'ai la possibilité, en tant que députée, justement, et à partir du terrain, de pouvoir travailler sur le fond avec les ministères, leur proposer par voie d'amendement d'autres solutions, d'autres propositions pour transformer, parce que c'est la fabrique de la loi, transformer la loi. Et après, effectivement, pour ma part, j'ai décidé de respecter, parce qu'on a des responsables de texte, on a des personnes qui sont des experts sur les sujets travaillés. Donc après, c'est un travail de confiance. Donc je travaille en confiance avec ces personnes. Donc effectivement, si l'amendement a été considéré comme non recevable, je me plie effectivement à ce qui a été décidé. Vous faites la même chose ? Vous êtes bonne élève comme Valérie Opelt ? Alors, il n'y a pas de bon élève ou de mauvais élève. Il n'y a pas de godillot. Il n'y a pas de godillot de frondeur non plus. Il y a une réalité. Il y a surtout un pacte présidentiel, un projet présidentiel qu'on a coécrit ensemble et que nous portons. Mais est-ce que ça signifie on vote tout, on est d'accord sur tout ? Je vais vous montrer une photo. C'est celle de Mathieu Orphelin. Il est député La République En Marche du Maine-et-Loire. Et lui, il s'est opposé à la loi Asile et Immigration qu'il estimait trop répressive. Alors, il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. Vous comprenez ça ? Vous avez fait la même chose ? Je vais vous donner un exemple très concret. Il se trouve que durant la loi de financement de la sécurité sociale, le MoDem a une vision de la politique familiale très forte. Avec l'universalité des allocations familiales, on tient au quotient familial. Et il se trouve qu'un des articles, le 49, pour le citer, devait réduire les allocations d'accueil de jeunes enfants. Alors, nous n'étions pas d'accord parce qu'on pense qu'il faut, a posteriori d'un grand débat sur la politique
politique familiale touchait ça. Alors on a voté contre cet article. Ou encore, plus récemment, dans la proposition de loi de Marlène Schiappa, qui est une bonne loi, qui est une loi qui fait avancer et qui limite finalement... sur les mineurs, inégalités, effectivement, c'est sur les mineurs. Il se trouve que cette loi qui protège, il y avait un article qui nous embêtait. C'est l'article 2, où on considérait que les mineurs n'étaient pas suffisamment protégés. Alors, nous avons amendé. Il se trouve que les amendements n'ont pas trouvé une suite favorable. Alors, nous avons voté cette loi parce que cette loi est bonne, sauf que nous avons voté contre l'article 2, qu'on considérait pas suffisamment protecteur. Mais même pas d'accord, vous votez pour la loi. Mais parce que cette loi a des vraies avancées. Parce que cette loi permet aujourd'hui des nouveaux délits. Il y a, depuis cette loi, la création de l'outrage sexiste et sexuel. Il y a une vraie question de la place de la femme dans la société. Et finalement, c'est parce que cette loi est bonne qu'on vote sa totalité, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas challenger le contenu. Et que ça aille plus loin. Bien sûr. Cette semaine a sans doute été l'une des plus agitées pour l'exécutif. Ça a commencé mardi avec la mobilisation des fonctionnaires, des défilés dans les villes, à Nantes et dans toutes les villes de la région, des grèves dans les écoles, dans les transports. Ça se poursuit samedi avec une contestation plus politique, une mobilisation anti-Macron. Est-ce que c'est le signe d'un pouvoir qui n'écoute pas et qui est sourd aux revendications, Valérie Opelt ? Alors non, je pense que c'est normal que les gens sortent dans la rue. Maintenant, vous parlez de manifestations politiques. Effectivement, c'est de la réaction. À partir du moment où on choisit de transformer un pays, de le rendre plus efficace et de pouvoir permettre à des gens de changer leur vie, d'entreprendre aussi leur vie, à partir de ce moment-là, évidemment, on va changer des règles, on va changer des statuts, on va changer par les lois beaucoup de choses, beaucoup de réformes aussi. Donc évidemment, on va avoir des personnes qui ne veulent pas avancer et qui sont restées dans pour moi, un vieux monde, parce qu'on ne peut pas rester dans cet état-là. Mais c'est le signe que les négociations, elles n'ont pas avancé. Non, alors aujourd'hui, il y a eu des négociations, entre autres, encore avec la SNCF, la reprise de la dette. Donc ça, c'est très clair. Il y a quand même un dialogue et une méthode. D'ailleurs, la méthode, elle est toujours la même, quelles que soient les lois, la majorité. Le gouvernement prend soin de consulter les syndicats, les citoyens, même par des questionnaires en ligne. Donc la méthode, on ne peut pas la reprocher. Elle est bonne. C'est pas ce que disent les gens qui défilent. Alors, on célèbre en ce moment les 50 ans de mai 68. Vous trouvez qu'il y a des éléments de comparaison ou pas ? La convergence des luttes, pour le moment, elle ne fonctionne pas. La convergence des luttes, c'est un fantasme de M. Mélenchon. Il n'y a rien d'autre qu'un fantasme. Par contre, qu'il y ait effectivement des échanges, de la contestation, c'est normal. Effectivement, il y a des transformations. Donc, il y a du débat. Mais ça prouve bien que les transformations sont profondes et qu'il y a des évolutions qui sont en cours. Après, encore une fois, la porte du gouvernement ne s'est jamais fermée. Quelle que soit la contestation, il faut continuer. Il faut dialoguer. Seul le dialogue permet de trouver ce point d'équilibre. Il faut dialoguer, il faut faire avancer. Moi, dans le cas de la SNCF, moi, je souligne et je félicite la CFDT et l'UNSA qui ont fait des propositions pour, par exemple, le projet social. Il faut être dans le gouvernement aussi fait des propositions et notamment des investissements importants à SNCF Réseau. On va y revenir. J'ajouterais que l'opinion publique est plutôt bonne. Si on compare les sondages sur Emmanuel Macron au bout d'un an et qu'on les compare à ses deux prédécesseurs, il est largement au-dessus. Finalement, 10 à 15 points. Il s'en sort. C'est un pouvoir, en tout cas, qui n'hésite pas à montrer ses muscles, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça vous choque, ces images de policiers qui se heurtent aux étudiants? Alors, c'est à Nantes. Les examens ont été annulés. Emmanuel Macron a dit d'ailleurs après, il n'y aura pas d'examen en chocolat. Les examens, ils ont lieu chez soi, avec des documents, avec des copains. Est-ce que ce n'est pas des examens en chocolat? D'abord, sur ces images, vous en pensez quoi? Ça vous choque, la police comme ça dans l'université? Alors, la police dans l'université, moi, ce qui me choque, ce sont les personnes cagoulées. Ce qui montre quelque part que c'est une minorité qui est là, présente, avec une majorité silencieuse qui, elle, souhaite passer ses examens. Donc, évidemment, nous sommes obligés de faire appel à la police. Et je respecte d'ailleurs énormément le travail de ces gens-là, parce que c'est pas simple de pouvoir de passer. Ça a été parfois un peu physique, un peu rude avec certains étudiants. Il y a les débats qui étaient dans les assemblées générales, et c'est normal que les étudiants s'expriment en assemblée générale, qu'ils se saisissent des sujets qui les touchent. Ça, c'est normal. Par contre, bloquer des examens, ça, c'est pas normal. Parce que finalement, c'est mettre en difficulté l'ensemble des étudiants. Et c'est là où c'est pas normal de dire c'est une minorité qui vient bloquer, que ce soit à Nantes ou à Nanterre. Et finalement, c'est bien le sujet
qu'a voulu mettre le doigt sur lequel le président de la République a voulu souligner. Il faut qu'il y ait des examens parce qu'il faut que tous les diplômes aient une valeur. La valeur, c'est la valeur du travail. Quelle valeur a un examen qu'on peut passer chez soi avec des documents et l'appui de ses petits camarades? Il faut quand même faire un examen. Entre ça et ce qui a été demandé, c'est-à-dire une note générale pour tout le monde, il en est hors de question. Ce n'est pas ça la méritocratie, ce n'est pas ça la valorisation du travail à l'université et ce n'est pas rendre service aux étudiants. Est-ce que vous comprenez cette contestation, Valérie Opel, des étudiants qui disent que ça introduit une véritable sélection à l'université? Vous avez surtout une minorité là, qui est touchée, qui veut passer ses examens, qui ont prévu des personnes, des étudiants qui ont prévu de travailler cet été, qui ont des difficultés financières parfois pour certains pour payer leurs études. Et vous êtes en train de leur dire, une minorité est en train de leur dire qu'il ne faut plus passer ces examens sous prétexte qu'on a transformé ce système qui de toute façon était complètement aléatoire, qui est bon dorénavant. D'ailleurs, on a les premiers résultats. 50% des étudiants ont une attribution. Le reste va revenir au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'attentes quand même. Il y a eu beaucoup de bugs sur le Parcoursup. Non, pas de bugs. Vous avez un engagement de réponse au moment du bac. Donc ça, c'est très clair. Il y a quand même beaucoup de lycéens qui passent le baccalauréat sans savoir ce qu'ils vont devenir et sans savoir s'ils vont pouvoir avoir une place quelque part avant et où. Du bac. Pas tous, puisque ça. La grande majorité. Une partie. 80%. Le plus important, c'est d'arrêter avec le tirage au sort. Qu'est-ce qu'il y a pire que le tirage au sort? Voilà. À partir de là, il fallait réformer. Nous avons, sans aucun tabou, pris le problème à bras-le-corps. Frédérique Vidal s'était engagé au lendemain même de cette rentrée qui a laissé des étudiants sur le carreau, pris à bras-le-corps le sujet, créé Parcoursup et mis en œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en face plus de places à l'université, plus de professeurs à l'université, des bâtiments supplémentaires? Il n'y a pas beaucoup de profs supplémentaires. Le cas aujourd'hui qui a été posé par la ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, c'est bien de rééquilibrer les filières. Il y a des filières qui sont surdemandées, il y en a qui sont sous-utilisées. Et finalement, c'est bien de rééquilibrer le tout, mais surtout de permettre à chacun la réussite dans ses études. Donc là, on est en phase de rodage, mais ça va marcher, c'est ce que vous nous dites. Mais évidemment, ça va marcher. Il n'y a pas pire que le tirage au sort, encore une fois, je le répète, parce que moi, ça m'a choqué, ces images, de dire je me suis battue, j'ai travaillé, j'ai une mention, mais finalement, mon sort va être tiré au sort. Eh bien non, la République, ce n'est pas le hasard. La République, c'est le travail. Un dossier qui fait polémique et qui a viré au drame cette semaine, les expulsions à Notre-Dame-des-Landes. Cette photo qu'on va voir, insoutenable, qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a révélé la violence des affrontements. Un jeune homme de 21 ans qui a été grièvement blessé, la main arrachée par une grenade. On va d'abord écouter l'avocat et la famille du jeune homme qui porte plainte. Toute la famille de Maxime Peugeot a tenu à assister à la conférence de presse. Sa mère, son père, sa sœur et son frère entourent son avocat. Pour Hervé Gerby, Maxime a ramassé une grenade qui était à ses pieds pour éviter que les gendarmes mobiles ne l'utilisent. Un geste maladroit qu'il regrette. Il a un sentiment de culpabilité très fort, bien évidemment, parce que, encore une fois, ce geste de ramasser cette grenade, même après, il se dit mais c'est stupide. Maxime est arrivé à la ZAD il y a 2 à 3 semaines avant l'accident. Selon l'avocat, l'étudiant est arrivé avec un groupe de 6 amis et ne connaissait personne à leur arrivée. La famille de Maxime ne savait même pas qu'il était parti à Notre-Dame-des-Landes. Il n'était pas spécialement plus militant écologiste que n'importe qui. Non, pas du tout. Non. Ni anarchiste, ni c'est juste un étudiant intéressé par les sciences politiques, très curieux, qui voulait être journaliste. Voilà, je pense qu'il a été là pour voir ce qui se passait. La famille veut savoir exactement ce qu'il s'est passé et refuse que cette affaire soit récupérée par les zadistes. Contrairement à ce qui a pu être dit, Maxime n'aurait pas voulu jeter la grenade sur les forces de l'ordre. Alors Valérie Opel, c'est un drame qui pose la question de l'utilisation de cette grenade. Vous êtes toujours prononcé pour l'évacuation de la ZAD. Plus de 11 000 grenades comme celle-ci ont été lancées depuis le 9 avril, depuis le début des opérations. Est-ce que c'est normal ? Alors moi, je salue clairement le travail qui est fait par les gendarmes sur place. Je pense que là-dessus, le calendrier a toujours été très clair. Il n'y a plus de raison, là aussi, d'avoir des personnes qui
qui se battent pour des terrains. Des projets agricoles ont été choisis, soutenus. Certains d'autres projets sont actuellement en cours d'étude. Alors lui, pas de chance, hein, c'est pas quelqu'un qui se bat depuis le début. Oui, mais malheureusement. Et je vous dis, ça fait partie des dommages collatéraux. C'est dramatique. Mais clairement, l'évacuation était annoncée. C'est pas une surprise. Et effectivement, c'est compliqué d'évacuer des personnes qui ont quand même montrent une certaine violence. Maintenant, alors sur ce cas-là, il y a une enquête. Je pense qu'il y a une grosse récupération politique, en effet, de la part des zadistes encore violents. Le jeune homme lui-même. Et je trouve que c'est triste pour ce territoire qui, enfin, va pouvoir se développer avec 15 projets déjà innovants, des projets agricoles à soutenir dorénavant. Et est-ce que vous dites qu'il n'est pas temps d'arrêter là ? Il faut surtout, du drame qui vient de se passer. Que ces personnes quittent ces terrains et laissent enfin place à ces projets, que ces projets puissent se développer. Il y a maintenant des bails précaires qui ont été signés. Les projets vont pouvoir être soutenus certainement par la Chambre d'agriculture, être accompagnés. Je reviens sur la présence policière, il faut la maintenir encore aujourd'hui, évidemment, malgré le drame. Malheureusement, puisque certaines personnes veulent encore résister, reconstruire des cabanes et occuper le terrain. Donc malheureusement, oui, je pense que c'est nécessaire tant que le territoire n'a pas été remis dans un état de droit. Il n'y a plus de raison d'être sur ce territoire. L'aéroport ne se fera pas. Le calendrier qui a été donné par le gouvernement a été clair. Force doit rester à la loi. Il n'y a plus aucune raison. Évidemment, c'est un drame. Évidemment, la vie de ce jeune homme est transformée pour tout le reste de sa vie. La pensée va à sa famille, mais également, vous savez, à ce gendarme. Ce drame ne rebat pas les cartes pour vous. Il ne faut pas se dire arrêtons les expulsions, arrêtons... Le calme va revenir petit à petit, laissons du temps. Le message et la volonté du gouvernement a toujours été annoncée avec son calendrier. Notre-Dame-des-Landes doit revenir à l'agriculture et l'état de droit doit y être rétabli. Donc les gendarmes sont dans leur mission de retour à l'ordre public. Moi, je pense à ce gendarme également qui doit se dire mais j'ai transformé la vie de ce jeune homme, mais il était dans sa mission. Il était dans sa mission de retour à l'ordre. Et finalement... Ce jeune homme n'avait rien à faire. Au-delà du gendarme, est-ce que ce n'est pas les armes utilisées sur lesquelles il faut quand même se pencher ? C'était une grenade lacrymogène type F4 utilisée dans des situations comme ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut encore sur Notre-Dame-des-Landes ? Le sujet, il est clos. La Loire-Atlantique doit tourner la page de Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, il faut qu'on avance, qu'on puisse mettre en œuvre les compensations, les outils de mobilité pour que notre département reste dynamique, que l'Ouest reste un territoire d'accueil et attractif pour le reste du territoire français dans sa globalité. Moi, je dis, franchement, à ces jeunes, mais n'allez pas là-bas. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de lutte légitime. Il n'y a plus rien à faire. Il venait en observateur, et il venait voir ce qui s'y passait et comment ça fonctionnait. Mais il n'y a pas à être là-bas. Il y a des forces de l'ordre qui essayent d'évacuer. Ça fait 10 ans qu'il y a une ZAD qui est enquistée. Tout le monde sait ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait ce que c'est Notre-Dame-des-Landes. Entre savoir et aller voir sur place, on peut avoir de la curiosité quand on a 21 ans. Il ne faut pas y aller. Parce que la situation est tendue et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, il est nécessaire que les forces de l'ordre puissent faire leur mission de retour à l'ordre jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment. L'état de droit doit se rétablir sur l'ensemble du territoire et il n'y a pas de raison que Notre-Dame-des-Landes reste en dehors. Aujourd'hui, il y a un apaisement qui est en cours, il y a un retour à la légalité, les terres de Notre-Dame-des-Landes doivent redevenir agricoles et c'est bien l'engagement qui a été pris et c'est l'engagement qui sera tenu. Valérie Oppolt, vous étiez pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui ne se fera pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce territoire se développe aujourd'hui ? Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut qu'il soit évacué, qu'il y ait un retour de l'ordre et du respect de la République sur ce territoire. Et je pense qu'effectivement, on prend un bon chemin, puisque je trouve qu'actuellement, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'État est très bonne, dans le respect de l'être humain sur place, malgré cet incident que je déplore à nouveau. Maintenant, je pense que pour ce territoire, il faut... Alors, pour Nantes-Atlantique, dans un premier temps, je pense qu'il faut qu'on se concentre effectivement sur Notre-Dame-des-Landes et les projets agricoles. Et en parallèle, sur les infrastructures, il y a des travaux qui sont menés effectivement par M. Roll-Tanguy, qui a une mission auprès de Mme Borne, qui rendra ses conclusions en juillet. Qui est donc la ministre des Transports. Les sujets de prime abord sont le développement de Nantes-Atlantique et une meilleure proximité de Nantes, qui est évidemment la ville que je défends vers Paris, par des meilleurs
meilleur Avec l'arrêt des vols pendant la nuit, comme le demandent les habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu, par exemple, qui ont l'impression d'être laissés pour compte. Alors moi, je me suis surtout penchée sur les problématiques de bruit sur le territoire nantais, effectivement. Et ça c'est en étude, avec des possibilités d'allongement de pistes possibles pour améliorer Mais c'est un dossier qui ne va pas suffisamment vite, selon les élus. Les élus du Sud-Loire, le maire de Notre-Dame-des-Landes, mais les élus de droite et de gauche, d'ailleurs, étaient assez unanimes pour demander... Un plan sera présenté par la ministre des Transports d'ici l'été. Moi, je salue la méthode, encore une fois. Les élus, par exemple, de mon territoire, de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, ont été reçus et discutent sur les propositions. Mais qu'est-ce qui avance alors ? Qu'est-ce qui avance ? Quelles sont les propositions sur lesquelles on va ? Elles vont arriver juste au début de l'été. Juste là, c'est dans quelques semaines, nous aurons les propositions. Le plus important, c'est attractivité, mobilité, en concertation avec les gens qui font et qui savent, c'est-à-dire les élus, les acteurs économiques, l'ensemble des maires également qui sont touchés, soit par l'agrandissement, soit par le non-déplacement, le non-transfert de l'aéroport. Le plus important, c'est la mobilité et l'attractivité de nos territoires. Maintenant, retour à l'état de droit sur Notre-Dame-des-Landes et investissons parce que je pense que notre territoire est beau, il le prouve, nous sommes un territoire attractif, il faut qu'on le reste et pour ça, nous allons avoir des annonces imminentes. Donc vous nous dites l'une et l'autre, ça avance et au mois de juillet, on en saura un petit peu plus. Une fois que le dossier Notre-Dame-des-Landes aura avancé, on en saura un petit peu plus sur la mobilité. La mobilité, le gouvernement se penche particulièrement sur la mobilité du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui sera toujours en tête pour justement avancer tous ensemble. Donc, mobilité du quotidien, c'est la périphérique, c'est aussi plein d'autres sujets. C'est l'accessibilité à l'aéroport. Donc c'est des sujets sur lesquels effectivement on reviendra d'ici le mois de juillet et qu'on va suivre de très très près. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Bon travail à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, Virginie Charbonneau s'intéressera à la mutualisation des départements, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe, avec le président qui sont main dans la main pour peser face au département de la Loire-Atlantique. Notamment, on ne parle pas de fusion, mais de mutualisation. Très bonne semaine politique. Tout de suite, le journal Cathy Collin.